Et salut tout le monde, c'est le Frey. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Masao Oba, qui est donc un champion poids mouche japonais, l'un des 3 seuls japonais de l'histoire à être Hall of Fame. Je suis encore un petit peu malade, hein, donc désolé si jamais la voix est un petit peu bancale et si je tousse à des moments pendant la vidéo. Donc Masao Oba, je vais directement entrer dans le sujet, hein, dans l'art. Donc un boxeur japonais, un ancien champion WBA des poids mouches, qui eh bien, est de temps en temps appelé le Salvador Sanchez japonais. Mais en fait, il serait plutôt juste appelé Salvador Sanchez, le Masao Oba mexicain, puisque comme on va pouvoir le voir, il y a pas mal de ressemblances entre la vie de Oba et la vie de Sanchez, et le truc est donc Oba est né et a fait sa carrière avant celle de Sanchez, puisqu'il a plutôt fait sa carrière au début des années 70, là où Sanchez a fait sa carrière au début des années 80. Dans les deux cas, on a ici une étoile filante, quelqu'un qui va venir réaliser énormément de choses dans le sport en un temps très court, et qui va malheureusement mourir à un âge très prématuré. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a énormément de parallèles à faire entre la vie de Sanchez et la vie de Oba, notamment le fait qu'ils vont mourir avec, de la même manière, au même âge, et en ayant des carrières assez similaires, hein, c'est-à-dire je commence la boxe très tôt, je fais énormément de choses très vite, je suis un champion très actif, et puis je meurs en étant champion. C'est d'ailleurs pour ces raisons-là qu'il est surnommé The AAU Champion en japonais, ce qui veut dire le champion éternel, l'éternel champion, puisqu'il est mort en étant champion, et qu'il n'a jamais perdu son titre sur le ring. Donc ce Masao Oba, il va naître en 1949 et il va pas naître dans une famille hyper riche. On rappelle qu'à l'époque, le Japon vient de sortir d'une guerre qu'ils ont perdue, c'est pas la grande folie. Et en plus, il a un père qui est un addict au jeu, de ce que j'ai pu trouver. Donc ça va pas forcément l'aider à se construire dans un environnement familial très sain. Et notamment, il va devoir pas mal bien avoir des soucis financiers lorsqu'il sera jeune. Notamment, ça ferait qu'il sera extrêmement maigre, puisqu'il pèsera même pas 48 kg lorsqu'il aura 15 ans. Donc c'est vraiment très peu. Alors après, il sera pas si petit que ça non plus. En fait, il sera pas si grand puisqu'il fera 1m68. Mais quand on y pense, 48 kg pour 1m68, c'était quand même vraiment une chips, ce Oba. Il va entendre parler de la boxe lorsqu'il sera assez jeune, puisque son père, en plus d'être un parieur assez fou, est également un adepte de boxe. Et donc on se doute qu'il a commencé à regarder à cette époque-là, c'était les premiers boxeurs japonais vraiment qui perçaient. Et donc Masao Oba va entendre parler de Yoshio Shirai, qui est le premier champion japonais de l'histoire, lorsqu'il est seulement en école primaire. Et il va s'intéresser à la boxe à ce moment-là. Il a donc décidé, lorsqu'il aura 15 ans, lorsqu'il aura 16 ans, pardon, en 1965, de rejoindre la très célèbre Teiken Boxing Gym, qui est donc une très bonne gym, une très bonne salle de boxe de Tokyo. Ouais, c'est une salle de boxe qui continue d'exister maintenant, et il y a des très bons boxeurs qui sont passés par là. Par exemple, Chocolatito est passé par là, Linares est passé par là. Donc voilà, entre autres, hein, on a d'autres, mais entre autres. Mais donc à l'époque, il était extrêmement léger, puisqu'il faisait seulement 48 kg. Et donc les entraîneurs de la salle n'avaient pas forcément, disons qu'ils doutaient des capacités d'Oba à faire un bon boxeur. Bon. Malgré tout, il va rapidement passer professionnel, hein, puisque seulement à l'âge de 17 ans, donc un an après avoir rejoint la salle de boxe, il va passer pro. Il aura vraisemblablement réussi à mettre suffisamment de muscles de son côté pour pouvoir faire la limite des poids mouches. Et donc il va passer pro en tant que poids mouche en 1966, seulement âgé de 17 ans, donc extrêmement jeune. Globalement, la carrière d'Oba va bien se passer, il va enchaîner pas mal de victoires, notamment des victoires par KO assez rapidement au début de sa carrière. Il va perdre une petite décision en 4 rounds la première année, hein, c'est un boxeur qui est très actif, donc quelques mois plus tard il va perdre une petite décision en 4 rounds, puis il va continuer, il aura une petite égalité mais essentiellement des victoires, jusqu'à arriver le 5 août 1968 où il a un palmarès, donc seulement un an après être passé pro, un palmarès de 16 victoires pour une défaite et une égalité. Donc on est sur un palmarès qui est très bon. Et il va continuer d'enchaîner, puisqu'il va continuer d'enchaîner bien des victoires juste après. Il y a un match qui est notable, donc son 19e combat, où il va affronter Susumu Anagata, qui est un autre boxeur japonais, lui aussi très bon, et qui deviendra champion du monde plus tard, un boxeur qui va être amené à recroiser à l'occasion. Et ce combat-là, donc le premier combat contre Anagata, il va le perdre par décision en 10 rounds. Il va continuer de ensuite accumuler des victoires, jusqu'à arriver avec un palmarès de 22 victoires, 2 défaites et une égalité. Et à ce moment-là, on va lui donner la possibilité d'affronter le champion du monde WBA, Bernabe Villacampo. Donc on va lui donner la possibilité d'affronter le champion à seulement 20 ans, mais pour un combat où le titre n'est pas en jeu. C'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque, les champions restaient actifs en affrontant des challengers entre leur défense de titre, et globalement quand un contender s'arrivait à battre le champion, ça lui permettait d'avoir un ticket pour pouvoir ensuite l'affronter dans une revanche avec le titre en jeu. C'est un truc qui se faisait beaucoup. Et il va faire partie des boxeurs qui vont réussir à battre ce Bernabe Villacampo, donc par décision en 10 rounds. C'est une victoire en fait qui est assez marquante, puisque Oba est à ce moment-là seulement âgé de 20 ans et vient de marquer une victoire par décision sur le champion du monde. Donc c'est un truc assez fou, et donc forcément, rapidement, le titre, un combat va être organisé pour que Oba puisse accéder à un titre de champion du monde.
Le truc, c'est que c'est pas le seul boxeur qui a réussi à battre Viacampo pendant qu'il était champion. Il y a également Charanchai, qui est donc un Thaïlandais, qui a réussi à battre Viacampo pendant que ce dernier était champion. Il a donc et avoir le droit à eh bien, sa chance pour le titre avant Oba, et il a réussi à battre Viacampo. Berberk Charanchai va donc devenir le 3e Thaïlandais de l'histoire, champion du monde, et il a récupéré le titre WBA des poids mouches. Le truc, c'est que du coup, un combat va être organisé entre Oba et Charanchai. Oba est seulement âgé de 21 ans, il a même exactement 21 ans et un jour, donc il vient de sortir de son anniversaire, quand on lui offre la possibilité d'affronter le champion de WBA. Il va gagner ce championnat par KO au 13e round, et donc s'imposer comme étant eh bien, l'un des, à l'époque très peu, champions du monde japonais. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai pas les stats sous les yeux, mais si je dis pas de bêtises, je pense qu'il devait être le 3e ou 4e, 5e, non c'était le 5e, c'était le 5e boxeur japonais champion du monde de l'histoire. Et il est seulement âgé de 21 ans, donc autant vous dire que c'est déjà une petite sensation. Il va vivre des années où il va gagner en popularité assez rapide, puisqu'il va rester très actif. Donc au moment où il remporte le titre, il a 21 ans et il est en 26-2-1, et seulement 2 ans plus tard, il sera en 35-2-1. Donc vous voyez qu'il a accumulé 9 victoires en l'espace de 2 ans, et il a défendu son titre 5 fois. Donc c'est un boxeur qui va être très actif, et forcément c'est en général des choses qui plaisent bien et bien au public. Il va faire sa première défense du titre contre Betulio González, qui est donc un Vénézuélien, potentiellement le meilleur boxeur vénézuélien de l'histoire, meilleur que Dun Valero, meilleur que Jorge Linares, potentiellement. Alors bon, évidemment, j'ai pas tout retenu par cœur, donc je vais reprendre les petites notes que j'ai écrites, mais en gros, Betulio González, c'est un type qui est un monument des poids mouches, que personne ne cite parmi les meilleurs poids mouches de l'histoire pour une raison que j'ignore, mais en gros, il a été challenger WBA contre Masao Oba en 71, puis challenger, donc il perd, challenger WBC de Salavarria en 71, encore une fois, combat qui se finit par une égalité. Puis on va lui donner le titre en gros en email champ, vers une défense de titre avant de le perdre contre un autre Thaïlandais qui sera d'ailleurs le 4e Thaïlandais champion du monde de l'histoire, Venice Boroksor. Suite à ça, il va gagner le titre vacant de WBC contre Miguel Cotto. C'est pas n'importe qui Miguel Cotto, on est sur un mec qui a fait je crois 19 défenses de titre des poids mouches, c'est pas n'importe qui. Il va faire une défense contre Morales, Alberto Morales, une autre défense contre Deya, avec au milieu une petite victoire au point contre Shoji Oguma, et ensuite il va perdre son titre de WBC contre Shoji Oguma, qui est un excellent boxeur japonais. Ensuite, Oguma va le perdre contre Miguel Cotto. González va pouvoir challenger Miguel Cotto et va perdre donc par décision partagée. Il va donner un très très dur combat à Cotto. Ensuite, il va enchaîner plein de victoires jusqu'à pouvoir réaffronter Cotto. Il va reperdre de nouveau par décision partagée. Donc, il a perdu son titre contre Oguma par décision partagée également. Il va refaire plein de victoires derrière pour regagner le titre WBA des poids mouches contre Espada en 78. Il va faire 3 défenses de titre, dont 2 contre Oguma, une par égalité et une par KO, avant de perdre le titre contre Luis Ibarra. Et enfin, il va quand même refaire 2 challenges pour le. Enfin, il va être de nouveau 2 fois challenger pour le titre WBA. Une fois contre Juan Herrera et une fois contre Santos Laciar en 81 et 82. Santos Laciar qui fait également partie des meilleurs poids mouches de l'histoire. Et encore une fois, personne ne parle de ce cas-là. Donc on est quand même sur un mec qui a été au top niveau pendant plus de 10 ans, qui a capturé des titres dans tous les sens. Ce mec était un crack ultime de la catégorie des poids mouches. Et Masao Oba gagne. Alors certes, il est encore un peu jeune à ce moment-là, notre ami Betulio González. Et alors j'ai pas vu le combat, mais selon certaines sources, certains diraient que c'était un petit vol, notamment apparemment la foule sur l'instant se serait un peu révoltée et aurait hué la décision. Bon, j'ai pas vu le combat celui-là, j'en ai vu beaucoup d'autres d'Oba, mais celui-là je l'ai pas vu. Il faudrait que je le voie d'ailleurs, parce que vraiment González Oba c'est une affiche qui est très intéressante. Écoutez, j'ai pas encore eu le temps de tout voir. Donc je peux pas exactement vous dire si pour moi c'est un vol ou pas, mais c'est malgré tout une défense qui alors est serrée, hein, la décision est unanime mais serrée. Ça reste une défense de titre, un combat serré contre González, c'est quand même pas n'importe qui peut faire ça. Il a continué d'enchaîner donc ensuite d'autres. Alors en même temps de ses défenses de titre, notre ami Masao Oba, il va faire quelques combats et bien pour en fait son titre en jeu. Comme je dis que ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, c'est quelque chose qu'il va faire. Ensuite, il va faire 3 combats, donc à seulement 22 ans, seulement un an après avoir gagné son titre. Il va enchaîner 3 défenses de titre en l'espace de quelques mois, en l'espace de 7 mois. Allez, j'ai besoin en l'espace de 9 mois. La première contre Fernando Cabanilla, la deuxième contre qui va gagner par décision. La deuxième contre Susumu Hanagata, donc qui était, vous savez, l'autre boxeur japonais qui va devenir champion du monde d'ailleurs WBA quelques années après, en battant Charchai Chionoi, j'ai dit bientôt. Et enfin, il va faire sa quatrième défense de titre contre Orlando Amores. Orlando Amores, c'est pas n'importe qui, c'est un boxeur panaméen qui donc va perdre contre Masao Oba. Je vais vous décrire un petit peu le combat plus tard. C'est un type qui va d'ailleurs monter en poids coq et qui va perdre en gros contre tous les meilleurs poids coq qu'on connaît, c'est-à-dire Carlos Zarate, il va se faire KO par lui, et il va également perdre contre Eusebio Pedrosa, qui à l'époque combattait en poids coq. D'ailleurs, il est dans tous les highlights réels de Zarate, parce qu'il se prend un KO qui est assez sale. Mais ça reste un bon boxeur, vraiment, ce Tamores, et notamment, il avait une victoire avant d'affronter Oba contre un certain Luis Estaba, qu'il a réussi à mettre à terre. Et Estaba, c'est un type qui va faire 11 défenses de son titre des poids mi-mouches.
c'est l'un des grands pionniers de la catégorie des mouches, et ça reste un excellent boxeur. Donc c'est une victoire qui, avec le recul, a pris beaucoup d'importance. Donc c'était pas un peintre Amores. Et justement, ce combat va commencer comme un peu un scénario catastrophe pour Oba, puisque Amores va dès le début du combat envoyer un crochet gauche en plein dans le mâchoire de Oba, qui va chuter et qui va être pas loin de se faire arrêter. Il va réussir à survivre pendant le round. Le round de l'après, c'est Oba qui cette fois-ci va envoyer une droite fulgurante en plein milieu de la mâchoire de Amores qui va le mettre à terre. Amores va se relever. Et le troisième round, on va enlever un petit point à Amores pour un coup de tête, bon, ça va écouter. Et enfin, eh bien, Oba va réussir à KO Amores au cinquième round, donc dans un combat qui est très excitant et qui est plein d'action. Encore un combat qui va rendre Oba très populaire. Il va ensuite enchaîner un petit combat sans titre en jeu contre Natalino Jiménez, que je ne connais pas, avant d'affronter Charchai Chionoy pour probablement son meilleur combat contre le meilleur adversaire, Modulo Betulio Gonzalez, qu'il a pu affronter. Charchai Chionoy, c'est pas n'importe qui du tout, même si c'est un boxeur qui paraît complètement oublié. C'est le deuxième champion thaïlandais de l'histoire, et c'est un type qui a une très longue histoire dans les poids mouches. C'est un type qui avait récupéré le titre WBC et The Ring contre McGowan, qui avait pu le défendre contre pas mal de gens, notamment contre Efren Torres et contre Bernabé Villacampo. Il est fini par les perdre contre Efren Torres, pour le regagner contre ce dernier, et enfin les perdre contre Salavaria. On retrouve pas mal de noms. C'est un type qui avait également battu Berkrak Charvanchai juste avant qu'il devienne champion. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a pas affronté que des peintres. Et surtout, donc comme je vous l'ai dit, même si Oba va gagner le combat contre Chionoy, Oba va malheureusement mourir peu après, je vais revenir sur ça plus tard. Et donc le titre va être mis vacant et Chionoy va le regagner contre Fritz Jarrett, qui est également un type que Oba a battu dans un combat sans titre en jeu. Et il va avoir un deuxième règne dans lequel il va finalement perdre son titre contre Susumira Nagata. Comme quoi, tout se recoupe, tout se recoupe. Je vous ai dit que c'était une argoldée des poids mouches ou pas. Et donc Chionoy, c'est un adversaire qui est vraiment excellent, et c'est en vrai le meilleur adversaire que Oba ait pris dans toute sa carrière. Ça va encore une fois être un scénario un peu catastrophe pour Oba, puisqu'il va commencer le combat en se prenant un overhand du droit, même si à l'époque c'était l'écrit en crochet, en plein milieu de la mâchoire, ça va étourdir, et il va se remanger le même quelques secondes plus tard, et il va aller au sol. C'est catastrophe parce qu'il est pas loin d'être arrêté vraiment sur ces actions-là. En plus, il va se blesser à sa cheville droite en tombant. Donc il va se relever, mais il est vraiment dans une position qui est assez catastrophique. Oba va donc malgré tout réussir à se relever, réussir à passer la suite du round, et il va petit à petit commencer à à la fois réussir à défendre et à la fois réussir à lancer quelques assauts et quelques offensives réussies de son côté. Globalement, il va réussir à parer pendant toute la suite du combat cet overhand du droit avec un jab et une sorte de blocage du coude et de l'épaule. C'est-à-dire que dès qu'il va voir Chionoy sortir son overhand, il va le contrer avec un jab et il va se cacher derrière son épaule et son coude pour arrêter l'overhand. Donc c'est un moyen très efficace de le défendre. Il va s'ajuster très rapidement. Et c'est là qu'on voit qu'à seulement 23 ans, on a accès à un boxeur qui est extrêmement mature et qui a beaucoup de recul en fait. Et qui a surtout un ring IQ très intelligent. Parce qu'il va tout de suite comprendre, alors qu'il est vraiment blessé et qu'il a sa cheville qui est endommagée, il va très vite comprendre comment est-ce qu'il a moyen de parer le coup qu'il a mis à terre et qu'il a étourdi de manière à ne plus du tout se refaire toucher par sa ligne pendant tout le combat. Du coup, Chionoy va tenter d'autres trucs, il va tenter d'ailleurs de toucher avec des crochets gauche, etc. Oba va très bien calculer tout ça. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un boxeur qui est vraiment très intelligent. Finalement, il va réussir dans le 12e round à mettre Chionoy 3 fois à terre, notamment la 3e fois. Donc en fait, le combat sera arrêté à la 3e minute du 12e. Globalement, c'est vraiment super parce que à partir du 9e, on a Oba qui commence vraiment à reprendre la maîtrise du combat et qui commence à envoyer des sérieuses combinaisons contre Chionoy. Donc dans le 9e, 10e, 11e, on a vraiment un Oba qui commence à mettre mal Chionoy et on voit qu'il met la pression petit à petit et qu'il est pas loin de l'arrêter. Et dans le 12e, c'est vraiment super parce qu'on a Oba qui arrive à blesser Chionoy qui arrive à blesser Oba en retour. Et on se dit qu'en fait, alors qu'il était en train d'essayer de le terminer et que ça faisait 4 rounds qu'il était en train d'essayer d'attraper sa proie, Chionoy arrive à accueillir Oba au pire moment possible, et malgré tout, Oba arrive à se ressaisir et à vrai définitivement KO Chionoy. Donc c'est un super combat. Le combat a lieu le 2 janvier 1973, et en vrai, c'est potentiellement mon combat de l'année 1973. C'est un combat qui est excellent à regarder. Le combat de l'année 1973, c'est Foreman contre Frazier, qui met KO en 2 rounds. Et en vrai, c'est historiquement important, Foreman qui met KO Frazier en 2 rounds, c'est impressionnant, quand on sait ce qu'était Frazier à l'époque. Mais le combat est pas meilleur, parce que voir un mec se faire massacrer, c'est pas mieux que voir Oba contre Chionoy. Donc vraiment, allez voir ce combat, il est sur YouTube et il est fantastique. Vraiment. On voit en plus du coup beaucoup de choses en fait. En fait, c'est un combat qui va vraiment faire découvrir Masao Oba. Et du coup, si je devais vous conseiller un seul de ces combats, ce serait celui-là. Parce que vous allez découvrir à la fois les capacités très intelligentes de Oba, et puis surtout cette boxe académique, cette boxe serrée. Hein, c'est quelqu'un qui boxe vraiment de manière compacte, par rapport à beaucoup de ses adversaires qui avaient tendance de temps en temps à envoyer des coups un peu larges, que Oba du coup contre très bien, parce que le coup direct est toujours plus rapide que le coup large, et en plus de pouvoir le contrer très bien, il arrive à se défendre avec ses coudes et avec ses épaules. Donc il faisait ça beaucoup.
C'était pas un type qui frappait particulièrement lourd, c'était pas un puncher, mais c'est un type qui arrivait quand même à avoir une force de frappe suffisamment bonne pour se faire respecter de ses adversaires, les faire reculer, et vraiment, voilà, qui a lancé des grosses combinaisons. Bref, c'est une boxe qui est vraiment très bien, c'est vraiment très bonne. Euh, Donc on est le 2 janvier 1973, Oba a seulement 23 ans et il vient de faire sa 5e défense de titre contre un autre adversaire exceptionnel. À ce moment-là, il est sur le toit du monde. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui parlent de Oba, d'une montée de Oba en poids coq, et en effet, c'est quelque chose qui va probablement arriver. Puisque Oba, même si jamais de base il n'était pas de muscle du tout et qu'il faisait que 48 kg, mais ça reste un boxeur qui est quand même assez gros, parce que ça reste un boxeur qui fait 1m68, donc pour des poids mouches, ça reste assez grand, et il commence à avoir du mal à faire le poids, et commence à vouloir monter en poids coq. À l'époque, il faut savoir qu'on est dans une période un peu floue au niveau des poids coq, puisqu'on est après l'ère de Olivares, de Chucho Castillo, de Rafael Herrera, et en même temps on est avant l'ère de Rodolfo Martinez, de Carlos Zarate. Donc on est sur une ère un peu entre les deux, et il y aurait un shot pour que Masao Oba puisse capturer bien le championnat du monde des poids coq. Alors je me souviens plus tout à fait de qui était champion exactement début 73, je vais voir si je peux trouver ça vite fait, mais en gros il y a vraiment un monde pour que voilà, c'était Pinder qui était champion, Enrique Pinder, qui est donc un Panaméen qui a fait 0 défense de titre, puisqu'il a récupéré le titre contre Herrera avant de le perdre, et contre un type qui ensuite le perdra contre Zamora. Et il y avait vraiment un monde où ce fameux Enrique Pinder pouvait se faire cueillir par Oba. Donc il y avait des chances pour qu'Oba puisse devenir 2 fois division champion, enfin champion dans 2 divisions de poids différents, en devenant également champion de poids. Surtout que derrière, il aurait probablement fait les passages de flambeau avec Zamora et Zarate, et ça aurait fait des super combats. Surtout Zamora, parce qu'il aurait probablement été champion de WBA. Donc ça aurait été super. Il y a aussi des gens qui pensent qu'il aurait pu rester en poids mouche un peu plus longtemps, et ça aurait été excellent, notamment parce qu'il y a une autre golden era, en fait l'âge d'or des poids mouches se continue derrière après Oba, hein, avec donc notamment Miguel Cotto qui arrive, Shoji Oguma, Betulio Gonzalez qui continue d'être présent, et on aurait beaucoup aimé voir des combats entre ces boxeurs. Et notamment beaucoup, de ce que j'ai pu trouver sur des forums, sont à peu près certains que Oba aurait battu Miguel Cotto, pas forcément parce que c'est un meilleur boxeur en soi, mais parce que ils pensent qu'en termes de style, Oba avait toutes les armes qu'il fallait pour pouvoir battre Miguel Cotto. Donc il y a de fortes chances que certaines personnes pensent que Oba aurait continué de dominer toute la division des poids mouches, et qu'en fait même les poids mouches on peut continuer de fleurir comme ça, parce que justement Oba n'était plus là. Bon, je suis pas aussi certain de tout ça, mais en tout cas c'est pour dire que Oba était un boxeur qui restait extrêmement prometteur sur cette suite de carrière. Malheureusement, du coup, tout ça n'a pas lieu, comme je vous l'ai dit, puisque quelques semaines seulement après sa victoire contre Chionoy, il va s'acheter une voiture, il va s'acheter une Corvette, et il va passer son permis. Et il va décider de conduire particulièrement vite avec sa Corvette dans les rues de Tokyo, et il va finir par avoir un accident de la route, malheureusement. Cet accident de la route va le tuer, ce qui est quand même assez triste, et évidemment, tout le Japon va être en deuil à ce moment-là. Il va donc être considéré comme étant le champion éternel, puisqu'en effet il est mort en étant champion. On rappelle encore une fois beaucoup de similitudes avec la vie de Salvador Sanchez, qui lui aussi à 23 ans décède après avoir défendu son titre, seulement 3 semaines après avoir défendu son titre, comme Oba, qui décède exactement 23 jours après la défense de son titre. Également dans l'accident de la route comme Sanchez, également 23 ans. Il sera donc considéré comme étant le champion éternel, et ce qui est assez cool, c'est que quelques années plus tard, en 2015, il va être introduit au panthéon de la boxe. C'est seulement le 3e japonais à être introduit au panthéon de la boxe, après le légendaire Fighting Harada et le légendaire Yoko Gushken, qui a été introduit en 2015 la même année que Oba. C'est donc un boxeur qui a un peu plus de reconnaissance que beaucoup de boxeurs japonais qui n'ont malheureusement pas cette reconnaissance. Je pense à Jiro Watanabe par exemple, qui mériterait totalement d'être Hall of Fame et qui pour le moment n'y est pas. J'ai pensé d'ailleurs à faire une vidéo où je parlerai de boxeurs qui devraient être Hall of Fame et qui n'y sont pas. Vous verrez qu'il y aura en fait beaucoup de boxeurs asiatiques ou latino-américains, des petites catégories dont on a fait passer le Hall of Fame, je me souviens. Oba, ça reste donc vraiment un monument, un boxeur qui est ultra beau à avoir boxé, et je vous invite vraiment à vous pencher sur sa carrière, parce qu'il n'y a pas non plus 50 combats à regarder. C'est en même temps une histoire qui est assez tragique, et qui, vraiment j'insiste, me rappelle beaucoup celle de Salvador Sanchez. C'est une histoire qui a pu vous toucher, dites-vous qu'Oba a vraiment un parcours qui est similaire. Je vous conseille donc vraiment son combat contre Charchai Chionoy et son combat contre Amores, qui sont 2 combats très sympathiques à voir, tous les 2 excellents et très excitants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Masao Oba. Ah oui, et juste avant, du coup, où est-ce qu'il se place en termes de meilleur poids mouche de tous les temps? Ça dépend, j'ai vu certains le placer dans le top 5, dire que globalement il était obligé d'être dans le top 15, et en fait même beaucoup le placer dans le top 10. C'est toujours un peu compliqué les classements all-times des poids mouches, parce qu'il y a une ère dans les années 20, dans les années 30, avec des boxeurs comme Frankie Gennaro, comme Benny Lynch, comme Fidel La Barba, comme Midget Wolgast,
que certains placent extrêmement haut et que d'autres placent moins haut. C'est assez compliqué, donc on a eu toute cette ère-là. Et après, on a toute l'ère des années 60-70, où c'est compliqué aussi parce qu'on a énormément de boxeurs excellents qui s'envoient un peu la balle des titres. Donc, notamment Chiyonoe, notamment Kanto, notamment Oguma, notamment Gonzalez, notamment Akawayo, notamment Elihara, notamment Ponkinpek. Donc c'est un peu compliqué de s'y repérer entre ces deux aires qui ont été extrêmement denses et avec énormément de très bons boxeurs. Mais dans tous les cas, là où certains le placent jusqu'au dans le top 5, ce qui est audacieux, d'autres le placent jusqu'au dans le top 15, mais il est dans cette fourchette-là, quoi, ce qui reste vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Bon bah voilà, c'est tout ce que donc j'avais à vous dire sur Masao Oba. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, aller voir les combats de Oba. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée. Allez, bye.